Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire d'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé le premier conseil des ministres de l'année 2023. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Royaume-Uni, le Royaume-Uni va mettre des satellites en orbite depuis son territoire. Une première pour ce pays. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la première séance du Conseil des ministres en ce début d'année, où 9 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres en ce mardi 10 janvier 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne un projet d'arrêté portant organisation de la formation initiale des auditeurs de justice à l'École nationale d'études judiciaires. C'est une offre de formation des auditeurs de justice de l'École nationale d'études judiciaires qui traite de la durée, des objets, de l'organisation ainsi que des modalités d'évaluation et de validation de la formation. La formation initiale des auditeurs de justice est délivrée donc à l'École nationale de l'éducation de justice, se déroule donc pour une durée de 18 mois. Concernant les objectifs de la formation, le présent arrêté précise bien les attendus de la formation théorique et pratique en termes de compétences requises pour tout futur magistrat. Pour l'organisation de la formation, elle se décline sous forme de cursus pour la formation théorique, de modules pour la formation de terrain à travers des stages en juridiction et hors juridiction. Sur les modalités d'évaluation et de validation de la formation, le présent arrêté prévoit l'organisation de 2 épreuves écrites et d'1 épreuve orale. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant organisation de la formation des greffiers stagiaires à l'École nationale. Ce projet d'arrêté traite de la durée des objectifs et de l'organisation ainsi que des modalités d'évaluation et de validation de la formation. La formation initiale des greffiers stagiaires est délivrée donc à l'École nationale et se déroule sur une durée de 10 mois. Ce projet d'arrêté précise les attendus de la formation théorique et pratique en termes de compétences pour les futurs greffiers des services judiciaires. La formation se décline sous forme de cursus pour la formation théorique et de modules pour la formation de terrain à travers donc des stages. Au sujet des modalités d'évaluation et de validation de la formation, le présent arrêté prévoit l'organisation d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant affectation des ressources du Covid-19 mises à la disposition du Fonds de garantie partielle de crédit. Le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, avait affecté la somme de 500 millions de francs Djibouti au Fonds de garantie partielle de crédit afin que les petites et moyennes entreprises puissent bénéficier de la garantie de cet établissement dans la période d'inactivité due à la pandémie. Pour ce faire, le gouvernement a déployé tout un arsenal de mesures, décalage de recouvrement des impôts, etc., afin que les PME ne cessent pas leurs activités. Afin de renforcer la structure financière de cet établissement, il avait été décidé de lui affecter le montant de 500 millions de francs Djibouti, escomptant une forte demande de la part des PME et des banques. Le fonds de garantie s'est mobilisé spécifiquement pour travailler étroitement avec les banques afin d'atteindre cet objectif. La cimenterie d'Ali Sabié, à titre d'exemple, qui a maintenu les salaires pour plus de 150 salariés, n'a pas pu bénéficier de ces mécanismes, n'étant pas une PME, mais le soutien de l'État n'a jamais failli, ce qui a permis à la cimenterie de déployer l'ensemble des activités. Cette production de ciment national exige des ressources plus importantes, car le besoin en fonds de roulement s'accroît au fur et à mesure que l'échelle de production augmente. C'est pourquoi il est apparu indispensable de mettre à la disposition de la cimenterie de Djibouti, donc d'Ali Sabié, sous forme de garantie la somme de 200 millions de francs Djibouti, et donc pour qu'elle puisse lever des fonds auprès des banques de la place. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant création du diplôme d'État de préparateur en pharmacie, de grade, donc licence professionnelle. Le présent projet d'arrêté inscrit la formation préparateur en pharmacie de l'ISSS dans le système licence, master, doctorat. L'objectif visé par l'universalisation du cursus
de formation est triple. Le rehaussement de la qualité et du niveau d'exigence des formations vise d'abord à adapter les contenus et modes de formation aux évolutions des connaissances et des pratiques d'action. Ensuite, à répondre au niveau d'exigence attendu de la société en termes de santé. Et enfin, à faciliter les progressions de carrière en permettant à celles et ceux qui le souhaitent de s'engager dans la poursuite d'études. Ainsi, le relèvement du niveau des formations dans le cadre du dispositif LMD impose la révision de l'ensemble de l'architecture des études, leur organisation en semestre et en unités d'enseignement et leur poids en termes de charge de travail exprimé en crédit. Le projet de formation menant au diplôme d'état de préparateur en pharmacie ayant grade de licence professionnelle, fondé sur une pédagogie de l'alternance intégrative, a pour finalité de former des professionnels compétents, c'est-à-dire sachant agir et interagir avec pertinence et compétence dans diverses situations. Eh bien, lors de ce Conseil des ministres et en fin de séance, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait un compte rendu sur la visite officielle en Somalie du 28 au 30 décembre 2022 du président de la République, son Excellence Ismaël Margeele, à l'invitation de son homologue somalien, M. Hassan Sheikh Mahmoud. La deuxième question concerne un projet d'arrêté accordant l'autorisation d'ouvrir et de diriger un institut supérieur d'enseignement privé intitulé Académie arabe pour les sciences administratives, financières et bancaires. Ce projet d'arrêté vise à accorder à l'Académie arabe pour les sciences administratives, financières et bancaires un renouvellement d'accréditation pour certaines de ses formations et une accréditation pour ces nouvelles formations. Les nouvelles accréditations sont la licence management dans la chaîne logistique, la licence logistique maritime portuaire, la licence management des transports, le master management de la chaîne logistique, le master logistique maritime et portuaire, le master information technologie génie logiciel, master information technologie réseau sécurité et master management des transports. Pour les renouvellements d'accréditation, il s'agit des licences d'information technologie génie logiciel, information technologie réseau sécurité, master comptabilité en français, anglais et en arabe, master gestion des affaires en français, anglais et en arabe, et master gestion bancaire en français, en anglais et en arabe. La septième question est relative à un projet d'arrêté accordant l'autorisation d'ouvrir et de diriger un institut supérieur d'enseignement privé intitulé École supérieure d'ingénieurs et de gestion. Ce projet d'arrêté vise à accorder à l'École supérieure d'ingénieurs et de gestion l'agrément définitif pour l'ouverture et la gestion de son institut d'enseignement supérieur privé intitulé École supérieure d'ingénieurs de gestion. Cet agrément définitif fait suite à l'agrément provisoire accordé en septembre 2021. La huitième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 du stade Al-Hajj Hassan Goulet d'Aptidoune. Le budget prévisionnel 2023 du stade Hassan Goulet donc, est équilibré en recettes à 47 687 000 francs Djibouti et en dépenses à 47 687 000 francs Djibouti. Les recettes sont essentiellement composées par la subvention de l'État, des prestations de services également. La neuvième question concerne le projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 de l'Institut national de formation sportive. Le budget donc prévisionnel de l'Institut national de formation sportive s'équilibre en charge à la somme de 59 135 000 francs Djibouti et en produit à la somme de 59 135 000 francs Djibouti. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Margeele, a fait part de sa compassion et solidarité à son homologue sénégalais, M. Macky Sall, suite à l'accident meurtrier de circulation routière qui a coulé la vie dans la nuit de dimanche à lundi à près d'une quarantaine de ressortissants de ce pays, occasionnant un nombre encore plus important de blessés. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et amitié à la nation sœur sénégalaise dans l'épreuve terrible de cette tragédie, a écrit le président Guélé dans le télégramme de condoléances adressé hier à Macky Sall. Nul doute que sous votre leadership éclairé, votre
pays sera rapidement surmonté ce drame, a noté le chef de l'État dans le même document, avant de décrire les mesures initiées à la foulée de cet accident comme l'insigne marqué d'une culture de gestion de crise propre au Sénégal, illustration parfaite de son aptitude à élever, à procéder à des réformes, à de recadrage. Puisse Dieu Tout-Puissant épargner à la nation sœur sénégalaise la récidive d'événements traumatisants, a également imploré le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avant de retirer ses condoléances attristées ainsi que sa compassion et solidarité à M. Macky Sall. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est suite aux pluies intervenues dans notre pays, le ministère de l'Agriculture et le ministère, M. Mohamed Hawale et le ministère de la Santé, M. Ahmed Roble Abdilé, avaient inspecté l'avion pulvérisateur des produits pour lutter contre les moustiques et mouches vecteurs des maladies en présence de M. Baragoui Tassiride. Depuis hier ce matin, cet avion a commencé la campagne de traitement des moustiques au niveau national. La campagne de pulvérisation des moustications par pulvérisation aérienne a démarré ce matin dans la capitale, notamment dans le grand faubourg de Balbala et ses environs. Certains habitants de ce secteur, les bruits, le ronronnement de l'avion pulvérisation qui faisait des va-et-vient dans ce secteur. Cette campagne de pulvérisation va continuer toute la semaine et demain à Djibouti-Ville, notamment les villes basses et les villes Tarta, ainsi que dans toutes les régions de l'intérieur. Eh bien, concernant la campagne de pulvérisation aérienne, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, a fait une mise au point sur le démarrage conjointement des activités d'épandage par avion des insecticides et sur des fausses rumeurs concernant les produits utilisés. Le ministre de la Santé a affirmé que les produits insecticides pulvérisés par avion sont fabriqués aux États-Unis et sont utilisés depuis plus de 10 ans dans notre pays. Et contrairement aux fausses rumeurs, aucun effet secondaire n'a été constaté avec l'utilisation de ces produits. Dans un premier temps, remercier les directeurs de la RTD ainsi que son personnel de l'accueil qui m'a été réservé ici à la RTD. Vous savez que nous avons reçu, moi et mon collègue du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Eau, nous avons démarré ce matin les activités d'épandage d'insecticides au niveau de la capitale. Ces activités que nous faisons chaque année après les fortes pluies qui s'abattent chaque année en général durant cette période. Donc ces activités d'épandage d'insecticides se passent correctement et donc a démarré ce matin sur Djibouti-Ville. Nous sommes très satisfaits donc de la tournure de ces événements et tout se passe bien pour l'instant. Toutefois, nous avons donc entendu des rumeurs ou des allégations selon lesquelles ces produits que l'avion va pulvériser sont des produits qui sont toxiques. Je voudrais ici réaffirmer que ces produits que nous utilisons, ce sont des insecticides organophosphorés. Ces insecticides, nous les utilisons depuis maintenant une dizaine d'années. Ces produits sont en général utilisés dans la pulvérisation aérienne, mais dans la pulvérisation spatiale également. Nous n'avons pas jusqu'à présent dénombré des effets secondaires liés donc à ces produits. Le ministère de la Santé ainsi que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage ici donc voulaient rassurer et voulait surtout démentir ces allégations selon lesquelles ce sont des produits toxiques. Donc ce sont des produits qu'en général on utilise contre la propagation donc, des insectes, des mouches, mais également des moustiques. Nous le faisons régulièrement, ces épandages chaque année sur tout l'étendue du territoire. Ces produits d'ailleurs est fabriqué par les États-Unis d'Amérique, sont utilisés par ces pays-là, donc les pays nord-américains, sont utilisés également par certains pays européens, beaucoup de pays africains. Donc c'est des produits que nous utilisons maintenant, ça fait, donc, comme je l'ai dit, une dizaine d'années. Ce sont d'ailleurs des produits que l'on peut utiliser sur d'autres formes, sur des formes plus locales, c'est-à-dire plus directes, sur la peau, sous forme de pommade, sous forme également de lotion concernant les cheveux, donc pour lutter contre certains insectes, donc c'est certaines personnes
qui souffrent de certaines pathologies. Donc, je réaffirme ici que ces produits épandés et donc pulvérisés par cet avion sont des produits qui sont sur le plan de la santé sains, qui sont sur le plan de la santé inoffensifs surtout, inoffensifs, et qui ne créent pas des conséquences létales pour la population djiboutienne. Je voudrais donc encore réaffirmer la détermination du ministère de la Santé et du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Eau sur ces activités-là, et nous allons continuer donc à pulvériser ces produits d'abord sur Djibouti-Ville, ensuite sur les régions. Comme vous le savez, le paludisme, mais également d'autres maladies comme le chikungunya, comme la grippe. Cette grippe est due par des virus qui sont transmis par des moustiques. Et donc, ces maladies-là, c'est-à-dire le paludisme, le chikungunya, la grippe, la dengue, ces maladies, en général, causent des morbidités. Beaucoup de malades, occasionnent beaucoup de maladies, beaucoup de cas de malades, en tout cas, augmentent la morbidité et la mortalité, surtout des jeunes vulnérables, c'est-à-dire des enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc, nous sommes déterminés vraiment à lutter contre ces moustiques, ces mouches et ces insectes qui prolifèrent, surtout dans cette période post-pluviale que notre pays connaît. Encore une fois, je vous remercie et je voudrais donc rassurer la population. Eh bien, concernant le calendrier de l'avion pulvérisation, le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, en concertation avec le ministère de la Santé, informe la population que cette campagne de moustication par pulvérisation aérienne a démarré ce matin. Et selon le calendrier suivant, aujourd'hui, ils étaient à Balbala et ses environs. Mercredi 11, demain, ils seront à Djibouti, Ville, Bébasse et Arta. Et jeudi 12, ils seront à Ali Sebier. Dimanche, ils seront à Dikilville. Le lundi 16, ils seront à Tedjoraville. Et enfin, le mardi 17, ils seront à Obokville. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la signature de mémorandum d'entente entre le ministère de l'Enseignement supérieur et une délégation chinoise du ministère de l'Enseignement supérieur. Ainsi, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a signé hier matin un mémorandum d'entente avec le groupement HACTAC, Hong Kong Aerospace Technology Group, et le Touch Road International Holding Group. Ce mémorandum prévoit la construction d'un port spatial, zone de lancement des fusées porteuses des satellites dans la région de Bok. Le projet prévoit un investissement de près d'1 milliard de dollars américains et place la République de Djibouti parmi les rares pays dans le monde à disposer des ports spatiaux. Le choix de la région de Bok se justifie par un ensemble d'avantages géographiques particulièrement favorables à ce type de projet. En plus du port spatial, zone de tir et zone d'essai, il est prévu des infrastructures logistiques importantes, notamment au niveau du port de Bok, mais aussi il est également prévu des stations de production d'électricité et d'eau. Le volet formation et recherche scientifique n'est pas négligé car le schéma de montage du projet est un BO planifié, construire, opérer, former et transférer. Aussi, un centre d'excellence pour l'ingénierie aérospatiale sera mis en place pour assurer le fonctionnement qui la relève à terme. L'ensemble des activités du projet devrait également permettre la création de plusieurs centaines d'emplois directs et indirects contribuant à l'activité économique de la région de Bok et du pays. Les premiers travaux devraient commencer fin 2023 pour s'achever un an plus tard, tandis que la première phase de cette rampe de lancement devrait être opérationnelle d'ici fin 2024 et la dernière fin 2027. Et à ce propos, écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur. Sous la vision du président de la République de porter notre pays à une dimension technologique et aérospatiale d'un très haut niveau, un projet de nanosatellite fabriqué par nos étudiants et qui est en cours donc de finalisation. Je dirais que ce mémorandum est également le résultat de ce travail qui a été fait dans la vision du chef de l'État. C'est quoi ce mémorandum? Ce mémorandum, c'est d'abord sous la forme
d'un projet, d'un contrat, qui va être un contrat BOT, c'est-à-dire Build, Operate and Transfer, construire, rendre opérationnel le projet et le transférer aux Djiboutiens. Donc, dans un premier temps, bien sûr, le plus important, c'est de mettre en place ce port de lancement de fusées pour les satellites. Donc, on va le faire conjointement avec nos amis chinois. Donc, un groupe de Hong Kong, c'est le groupe aérospatial de technologie, aérospatiale de technologie, et en partenariat eux-mêmes avec le groupement Touch Road. Quels sont les avantages ? D'abord, comme je disais, nous arrivons d'abord avec un savoir-faire de nos étudiants, mais également avec une position très particulière et, je dirais, très intéressante pour les opérateurs de lancement de satellites, qui est la région de Bok. Donc, il y a eu plusieurs visites avec nos partenaires qui se sont rendus compte de la réalité du terrain et de l'intérêt. Donc, c'est ce pourquoi nous avons signé ce mémorandum. Ça ne veut pas s'arrêter uniquement à la construction du port de lancement de satellites, mais également de toutes les infrastructures qui sont autour. C'est-à-dire le port, bien sûr, pour faciliter le transport de matériel et tous les équipements qui vont arriver, les routes, les infrastructures, bien sûr, hôtelières qui vont tuer. Donc tout cela suppose également la création, bien sûr, d'emplois pour la population et contribuer au développement socio-économique du pays. Le projet en lui-même est un projet énorme. Il consiste à la mise en place, à la construction de rampes de lancement, 7, et de rampes d'essai, 4. Le projet le contrat va être signé, Inch'Allah, au mois d'avril. Et suite à ça, les premiers travaux vont commencer fin 2023, début 2024. Et la première rampe de lancement, Inch'Allah, sera opérationnelle fin 2024 pour donc lancer les premiers satellites, Inch'Allah, vers 2025. C'est un projet très ambitieux. C'est un projet pour lequel peut-être c'était un rêve, mais qui est en train de se concrétiser. Et ça permet également à Djibouti de diversifier son économie et de placer à une chaîne internationale où très peu de pays dans le monde. Je pense que le nombre de pays qui ont cette capacité et ces infrastructures sur lesquelles on est en train de miser ne sont pas nombreuses. Enfin, une dernière chose. Bien sûr, nous n'avons pas laissé l'aspect formation, puisque dans ce projet, je dirais dans ce contrat, il y a un transfert dans quelques années à la partie djiboutienne. Et donc, nous sommes en train de travailler avec la partie chinoise pour réfléchir sur la mise en place d'un centre d'excellence sur les technologies aérospatiales. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Toujours dans la même continuité des activités de la Semaine nationale de la solidarité, une forte délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houlouf Esmaël Abdo, composée de la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdiaden, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumi Assoué, ont effectué une visite du site du projet de développement urbain intégré 2 de la Yablé, exécuté par l'ADDS, sur financement de l'Agence française de développement. En effet, ce projet fait suite à une demande formulée par les communautés des quartiers environnantes de la zone d'intervention. Le projet de développement intégré 2 cible la zone nord-ouest de la commune de Belbela, qui s'est fortement urbanisée spontanément et qui est parmi les plus précaires. Les projets visent à offrir des meilleures conditions de vie aux habitants de la Yablé et des Moustiquaires en termes de sécurité et de fonctionnalité des espaces publics, en valorisant leur environnement urbain et en fournissant des services essentiels dont les populations de ces quartiers sont privées. En plus de ce projet exécuté par la DDS, le programme urbain global prévoit de parachever les investissements prioritaires en créant un réseau d'espaces publics qui reliera les quartiers, les rendra plus vivables, d'installer des équipements publics de proximité et de développer des activités commerciales, d'installer des équipements collectifs. Les principaux objectifs du projet sont augmenter les revenus en facilitant l'accès à l'emploi ou la création d'activités génératrices de revenus, renforcer les capacités des jeunes dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, d'améliorer l'offre de services urbains basés et enfin de fluidifier la mobilité. La délégation a pu voir le bâtiment bioclimatique de la gendarmerie en cours de finalisation et une route bitumée pour faciliter le déplacement de transport. Un centre de développement communautaire bioclimatique est près de 500 mètres carrés avec un espace théâtre, un terrain de sport, mais aussi un centre commercial, boulevard d'Assamo. Il a noté que le directeur général de l'ADS, les représentants de l'Agence française de développement, a assisté à la visite de la ministre des Affaires sociales et de la solidarité qui était accompagnée de ses collègues de la ministre de l'Habitat, Mme Amina Abdiaden, et de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumi Assoué.
Du quartier qui ont pu bénéficier de formations, qui ont ensuite été embauchés par l'entreprise pour pouvoir travailler dans la construction du chantier. Dans le cadre de la semaine de la solidarité, où nous sommes en train de montrer un peu toutes les réalisations, les interventions du ministère des Affaires sociales et de l'ADDS. Et donc aujourd'hui, on a eu l'honneur d'avoir été accompagné à la fois par 3 ministres. La ministre en charge de la ville et de l'urbanisme, Mme Amina, Mme Ouloufa, ministre des Affaires sociales, et Dr Hibo, ministre de la Culture. Et nous avons également avec nous Justine, qui représente l'AFD. Ce projet, c'est un projet, comme l'a expliqué la ministre, qui s'inscrit dans le cadre du programme Zéro Bidonville. C'est un grand projet et toutes ces infrastructures qui ont été faites, c'est un projet de 13 millions d'euros. Donc il y a une seconde phase qui va aller de l'autre côté jusqu'à Ar-Rahma. Donc c'est une continuité du boulevard Assamo, de Ar-Rahma jusqu'à presque la descente sur Doralé. Eh bien, voici les propos de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui. C'est un plaisir d'être aujourd'hui ici pour visiter les différents sites de ce gros projet avec mes sœurs Ouloufa et Amina. Donc je tiens vraiment à féliciter le travail qui a été fait particulièrement pour le CDC. Je l'avais dit, c'est un nouveau prototype, c'est un véritable complexe qui intègre tous les besoins qui ont été étudiés en amont. Donc on aura l'installation du CLAC, qui est un centre de lecture et d'animation culturelle. Le programme est en cours et ça a permis à CCDC d'intégrer les dimensions qui étaient exigées pour pouvoir accueillir ce CLAC. Alors il y a aussi, et ça aussi c'est une nouveauté, une scène qui montre bien que la culture et les arts vont être très présents dans ce CDC. Et c'est en effet les jeunes qui l'ont demandé. Il faut bien signaler que ce projet, il part des besoins et il part même, moi je dirais, de la définition de ce que voulaient les communautés et les jeunes. Et donc aujourd'hui, ces prototypes qui intègrent aussi et qui sont en phase avec l'économie énergétique, avec l'aération, avec des espaces ouverts pour les jeunes, mais aussi pour les communautés, montrent bien qu'il a été très réfléchi. Et il répond à plusieurs besoins, comme disait ma collègue Amina. Donc ils sont pratiquement en finition et nous espérons que ce gros projet va pouvoir satisfaire ce grand quartier de l'Ayablé moustiquaire et qu'ils en prennent soin. Moi je dis que quand on utilise correctement, très souvent on en prend soin et que parce que voilà, on en a besoin, on a tendance, ou bien c'est naturellement qu'on protège et qu'on préserve. Eh bien, de son côté, la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdiaden, a déclaré que l'ambition affirmée du gouvernement djiboutien est de voir des projets de transformation des espaces urbains se multiplier afin que tous les ménages djiboutiens bénéficient des conditions d'habitat décent. Aussi, ce projet, a-t-elle rappelé, de développement urbain permettra aux quartiers concernés de désenclaver certains secteurs de la zone du projet par la réalisation des différents réseaux viaires électrique ou bien d'adduction d'eau potable et ainsi harmoniser le développement spatial de la zone grâce à un plan d'alignement et de restructuration déjà réalisé et de faciliter l'accessibilité de la population à la propriété foncière. Tous les travaux, a-t-elle rappelé la ministre, et engagés permettront d'offrir à la population de cette zone de bénéficier d'un cadre de vie agréable. Et enfin, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a pour sa part rappelé que les projets vont améliorer les conditions de vie et sécuritaires à travers la construction d'une brigade de la gendarmerie, d'un point de regroupement des déchets, d'équipements socio-économiques et un centre de développement communautaire. Je suis vraiment très impressionnée par les réalisations qui ont été faites dans la commune de Balbala. Donc je rappelle que c'est des réalisations multiples qui font partie d'un projet de développement intégré dans laquelle la DDS est vraiment l'experte en la matière quand elle fait des constructions. Elle fait des constructions en développement intégré. C'est vraiment quelque chose d'abord qu'il faut rappeler que c'est l'émanation d'une demande de la population. La DDS a fait vraiment un travail de proximité pour demander à ces populations quel était le besoin. Donc une fois que le besoin a été relevé,
la mobilisation de fonds a été faite. Donc nous avons maintenant une mobilisation de fonds à plusieurs même étapes. Donc en première étape, nous avions visité justement la nouvelle gendarmerie, mais vraiment impressionnante, et on attend vraiment qu'elle soit inaugurée, parce que comme ça, nos gendarmes qui le méritent et qui assurent un travail de sécurité dans toute la commune de Balbala et surtout dans cette zone de l'Ayablé et Warabélé, et donc qui méritait également d'avoir des services et des infrastructures sociaux de base. Donc la gendarmerie a été faite, et tout dans un système de bioclimatique, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'utilisation d'électricité ou de climatisation. Et au jour d'aujourd'hui, on est vraiment fiers, à quelques mois de l'inauguration, d'avoir des infrastructures qui soient à la hauteur de ce que méritent en tout cas les populations de Balbala, parce que c'est des populations qui ont attendu et ils ont demandé au chef de l'État, et aujourd'hui la réponse est là. Alors après la gendarmerie, on a vu la route bitumée, environ de 1,5 km, donc, qui est magnifique également, et qui fait une jonction également avec le boulevard Assamo, qui permet de désenclaver les quartiers de la commune de Balbala. C'est une route magnifique également. Puis par la suite, nous avons donc visité le centre culturel du Clac, où nos jeunes pourront s'épanouir, et surtout les jeunes de cette zone que je rappelle, les Yablé Warabélé, qui sera vraiment maintenant dotés d'un vrai centre de jeunesse où ils pourraient vraiment s'épanouir. L'utilisation et la mise en place, bien sûr, elle serait rendue au ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui donnerait beaucoup plus d'éléments sur cet ouvrage. Puis on a visité également par la suite les aires de jeu que vous avez vues, donc 3 aires de jeu qui se succédaient. Un aire de jeu dédié carrément pour les jeunes filles qui veulent pratiquer une activité sportive et qui leur sera dédié, et 2 autres terrains également qui seraient dédiés à la jeunesse et aux garçons, aux jeunes garçons de Balbala. La secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Amina Ahmed Orsama, s'est rendue ce matin au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour le lancement de la composante 2 projets, à savoir l'inclusion productive. L'objectif global de cette composante est de renforcer les capacités de résilience à long terme des ménages bénéficiaires des transferts monétaires, notamment leur capacité et leur volonté entrepreneuriale, et le développement des activités génératrices de revenus. Les actions d'inclusion productive se concentrent sur les familles vivant dans les zones urbaines ou rurales. Il s'agit là d'accompagner progressivement les bénéficiaires vers la mise en œuvre des activités génératrices de revenus durables à travers le renforcement de leur savoir-faire et d'un coaching et accompagnement continu, mais aussi la mise en place d'une ligne de crédit au sein du CIEPEC de Djibouti pour ces futurs entrepreneurs. Outre la participation de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, la cérémonie a vu la participation des officiels tels que le secrétaire général du ministère de l'Environnement, du directeur de l'ONARS, ainsi que les responsables de la Banque mondiale et du PAM. Et à ces propos, écoutons un extrait de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité. Vous avez pu le constater, la semaine nationale a été lancée le dimanche 8 janvier au Palais du Peuple, sous le haut patronage du Premier ministre, et durera jusqu'au 22 janvier. C'est une semaine qui se veut communicative, est une occasion de rassembler les acteurs de mise en œuvre de projets d'assistance sociale que le ministère de la Solidarité mène avec l'ensemble de ses partenaires. Le ministère met en place de projets intégrés pour répondre à la pauvreté multidimensionnelle et aussi de répondre aux besoins identifiés par la population. Aujourd'hui, le thème qu'on est en train de lancer, c'est une composante dans le cadre du projet PITCH appelé inclusion productive. Ce projet, il était prévu aussi non seulement de donner des transferts monétaires, mais en même temps d'accompagner ces familles à graduer dans la pauvreté. Graduation, pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain seuil, les ménages qui sont soutenus par ce projet doivent augmenter leurs sources de revenus. Donc c'est une composante très importante où tous les ménages qui sont dans ce projet auront des mesures d'accompagnement. Donc les mesures d'accompagnement que vous connaissez, c'était les PSE. Maintenant, c'est une nouvelle composante qui s'ajoute, ce qu'on appelle inclusion productive. L'inclusion productive, c'est ce que vous avez souvent entendu, c'est l'autonomisation des ménages. Mais cette autonomisation va se faire sous 2 formes. Non seulement on accompagne la famille d'une manière intégrale, mais en même temps l'individu. Donc il y a plusieurs actions qui seront concentrées dans cette thématique, auxquelles le projet prévoit également de faciliter l'accès
à des lignes de subvention au niveau des institutions de microfinance. Mais avant d'aller aussi aux lignes de financement, il y a un accompagnement qui doit se faire. Eh bien, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, accompagnée du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mayou, ainsi que les officiels de ministère, ont assisté à la cérémonie de remise des certificats de formation professionnelle et technique au lycée industriel et commercial de Djibouti. Rappelons qu'avec l'appui du Programme alimentaire mondial de Djibouti, le PAM et l'Union européenne, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a démarré un projet portant sur l'autonomisation économique durable des ménages bénéficiaires de transferts monétaires à travers la formation des jeunes déscolarisés issus de ces ménages aux métiers porteurs, leur accompagnement vers l'autonomie financière grâce à leur auto-emploi. Plus globalement, ces formations s'inscrivent dans le cadre de la politique globale de l'emploi du gouvernement formulée dans la vision des formations de Djibouti 2035 pour relever les défis de l'emploi des jeunes. D'abord, féliciter l'ensemble des lauréats de ceux qui ont réussi à terminer ces formations, mais également féliciter l'ensemble des formateurs qui ont encouragé et soutenu ces jeunes. Il faut également ne pas oublier les chefs d'établissement qui ont permis la réalisation de ces formations. Je voudrais également remercier l'ensemble des cadres des deux ministères, les directeurs et les chefs de service qui ont collaboré pour que ces formations puissent réussir. Eh bien, comme je vous le disais, plus globalement, ces formations s'inscrivent dans le cadre de la politique globale de l'emploi du gouvernement formulée dans la vision de formation Djibouti 2035 pour relever les défis de l'emploi des jeunes. Pour nous, en tout cas au ministère de l'Éducation, un réel plaisir de participer à ce type de cérémonie qui symbolise non seulement juste la distribution des certificats, mais qui symbolise la réussite des jeunes. Et la réussite des jeunes symbolise aussi une insertion ou une possible insertion professionnelle. Parce qu'in fine, une formation, elle doit aboutir à un travail, elle doit aboutir à un statut social, elle doit aboutir à la fondation d'une famille, etc., etc. C'est l'ambition, donc c'est la finalité aussi. Cette action de formation des jeunes issus de familles bénéficiaires de programmes de transfert monétaire s'inscrit dans la politique sociale menée par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités pour illustrer l'importance du renforcement du capital humain dans toutes ses dimensions. Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, de l'emploi du gouvernement, formulée dans la vision de formation Djibouti 2035 pour élever les défis de l'emploi des jeunes. Nous savons que dans le monde actuel, les jeunes sont près de 3/4 plus susceptibles de se retrouver au chômage plus que les adultes. Mais aussi l'emploi, le chômage et l'insertion professionnelle sont au cœur de nombreux débats, tant national qu'international. Cette année, le thème retenu par notre département porte sur l'atténuation des chocs et la résilience, pour illustrer l'importance du renforcement du capital humain dans toutes ses dimensions. Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, de l'emploi du gouvernement, formulée dans la vision de formation Djibouti 2035 pour élever les défis de l'emploi des jeunes. Permettre aux jeunes déscolarisés, membres des familles bénéficiaires des transferts monétaires, de s'extraire de la pauvreté et de ne pas tomber dans un cycle de pauvreté intergénérationnel. Il est plus qu'urgent d'intervenir au sein des membres de chaque famille pour leur donner tous les moyens nécessaires à créer des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, 96 jeunes formés aux ligues vont recevoir un certificat professionnel qualifiant. Cette activité illustre une fois de plus la volonté du MAS et de ses collaborateurs à offrir des solutions pérennes aux couches de la société les plus défavorisées afin d'intégrer les jeunes dans les marchés du travail.
Et enfin, pour clore la Semaine nationale de la solidarité dans la capitale, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Amina Ahmed Ouarsama, a effectué une visite au centre de formation de l'église protestante évangélique de Djibouti en compagnie du représentant résident adjoint du PAM et les responsables de l'église. Cette visite effectuée dans le cadre de la suite des activités de la Semaine nationale de la solidarité avait pour but de rencontrer les étudiants à formation professionnelle en installation photovoltaïque soutenue par le PAM, l'Union européenne, dans le cadre des solutions pérennes. L'objectif majeur de la formation en énergie renouvelable reste le renforcement du capital humain par la formation professionnelle des jeunes à travers une offre de formation de qualité en montage, mise en service, exploitation et maintenance des installations solaires photovoltaïques dans le respect des normes de sécurité et la réglementation en vigueur. Programme d'appui pour les familles, mais il fallait aussi qu'on pense aux membres des familles qu'on soutient dans le programme de transfert monétaire pour qu'au sein de la famille, que les jeunes aussi puissent s'insérer dans le marché du travail. Donc c'est une réponse multiforme. On aide les parents. Pourquoi les formations? Parce qu'il faudrait que ces jeunes puissent s'insérer dans le marché, que ce soit dans le marché au niveau du secteur public, du secteur privé. Et l'idée, c'est qu'ils ne restent pas sans travail. Donc maintenant, c'est une autre chance aussi. Direction en Turquie, où en marge du premier forum d'investissement des affaires djibouto-turques, la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussadawale, composé du ministre du commerce et du tourisme, M. Mohamed Ouassama Dirié, et de la secrétaire d'État aux investissements, Mme Safia Mohamed Gadili, et du président du chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussadawale, et de l'ambassadeur plénipotentiaire de Djibouti en Turquie, M. Adem Hussein Abdelaye, en représentant résident du PNUD, ainsi que de nombreux cadres de l'administration, ont pu visiter des jeunes start-up en une réunion de présentation et les voies et moyens de renforcer le partenariat entre Djibouti et ses institutions, qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des start-up. Al-Barkara Garage est un centre de financement des start-up. Cette institution, qui utilise le mode de financement islamique, permet aux jeunes entreprises d'être formées dans la culture entreprise et de bénéficier d'une formation dans le montage, projet et marketing, financement en autres termes. Il s'agit de l'accompagnement de l'idée jusqu'à la maturité d'un start-up. Ainsi, rappelant que Al-Baraka Garage accompagne désormais les entrepreneurs au stade d'idée et nous avons commencé à servir, a-t-il rappelé, d'agence de mise en œuvre pour les programmes qui soutiennent les idées commerciales innovantes à base sur la technologie. Deuxième journée de la tournée régionale du ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroum Ali, qui a entamé ce dimanche dans la sous-préfecture de Korangar avec la population locale. La délégation ministérielle a pris un accueil chaleureux au rythme de danse traditionnelle a été réservé à part la population de Korangar. Le ministre de la décentralisation, toujours dans le cadre de cette tournée de proximité avec la population locale, a réuni le comité de coordination pour le développement régional, mais aussi les leaders locaux, à savoir la jeunesse, les femmes et les locales. Les représentants de chaque groupement sont intervenus à tour de rôle pour remercier la délégation conduite par le ministre de la décentralisation pour cette visite de proximité. Comme a-t-il rappelé, était important exposé par la suite des problématiques liées à la vie quotidienne. Le ministre chargé de la centralisation, Qassim Haroum Ali, et son collègue ministre des Sports, Hassan Mohamed Kamil, ont répondu aux questions des intervenants. Par la suite, plusieurs infrastructures construites récemment, telles que le collège, les infrastructures sanitaires, ont été visitées par la délégation. Il a rappelé que l'importance de cette visite nécessite que ces infrastructures pour le développement local et a insisté à d'en prendre soin, a-t-il rappelé. Tout à fait autre chose dans le cadre de partenariats technologiques entre Djibouti et la Chine. L'ambassadeur de Djibouti en Chine, M. Abdallah Abdullah Miguel, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim, a reçu hier à la direction relations internationales à l'hôtel des officiers Hassan Assouma une équipe de la société Hong Kong Aerospace Technology Group spécialisée dans la conception et la réalisation de l'exploitation des fusées aérospatiale. Cette audience entre les deux parties vient de s'accorder à la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, dans le projet phare de la création d'une série de plateformes de lancement des satellites et des fusées. Cette plateforme permettra à notre pays d'accéder à un niveau technologique très avancé, notamment en termes de communication, d'où l'importance de solliciter l'armée djiboutienne pour la sécurisation du périmètre et les plateformes et l'accompagnement dans les projets de lancement du satellite.
Une fois de plus, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cherif Ibrahim, a attiré son attachement quant à l'engagement militaire stratégique qui unit nos deux pays, mais aussi nos deux armées. La cérémonie s'est terminée avec une photo de souvenir. La radio-télévision Djibouti a clôturé ce matin à son siège principal une double formation portant sur le thème de la logistique art pour les techniciens radio et une autre formation portant sur l'animation et le journaliste radio de la radio-télévision Djibouti. La double formation initiée par la direction s'est déroulée dans l'enceinte de la radio-télévision Djibouti durant 2 semaines avec la participation de 13 techniciens et une dizaine d'animateurs et journalistes organisés par le service de formation de la radio-télévision Djibouti sous la supervision de la chef de service de formation qui a été dispensée par les formateurs professionnels de la RTD, dont M. Mohamed Ahmed Issa, Youssef Hamadou et par Mustafa Ibrahim pour la partie animation et journalisme. La formation logistique art a été dispensée par l'information par Mohamed Omar Hassan. La direction de la radio-télévision de Djibouti a organisé ces formations pour renforcer les capacités de ses professionnels pour la maîtrise et la compréhension des différentes facettes des métiers d'animateur et technicien de logiciels art et pour se familiariser avec les techniques d'animation de la radio et le transfert des données entre les réseaux. Il faut souligner que ces formations ont été basées essentiellement sur la pratique de ces 3 thèmes phares des formations organisées par la radio-télévision de Djibouti au profit de ces professionnels. Les participants ont bien suivi et assisté aux formations et à la fin de ces certificats de formation étaient remis à tous les participants par les responsables de la radio-télévision de Djibouti, dont le directeur général, M. Aden Abdi Jama. Le directeur adjoint à la radio, M. Aboubakar Ahmed, a intitulé par le directeur général, a-t-il rappelé, avec pour objectif pour améliorer les capacités et les compétences des animateurs, journalistes et techniciens logistiques art et a émis le souhait que les acquis de cette formation soient dispensés. Prenant la parole, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Aden Abdi Jama, a réagi sur l'importance de cette formation destinée à renforcer les capacités des animateurs et des techniciens. Plaisir pour moi de clôturer ce matin les séances de formation qui était déjà programmée dans le cadre du plan d'action 2023. En tenant compte la vision du président de la République visant d'obtenir de contenus médiatiques de qualité qui contribuent au développement de notre société. Cette formation que nous clôturons aujourd'hui a été réalisée grâce à la contribution des formateurs de la RTD, des experts qui sont toujours mobilisés pour aider leurs collègues afin de promouvoir leurs compétences professionnelles. Cette forte collaboration qui vous a permis d'une semaine de formation, d'échanges et de débats fructueux sur les problématiques de la gestion des programmes de la radio, de mûrir vos compétences en matière d'animation et de la présentation des émissions. Cette situation de formation vous a permis d'échanger et de partager la réflexion avec le cadre expérimenté de la RTD
dans les domaines respectifs. Mais comme Yasmine a signalé tout à l'heure, la deuxième partie de cette formation a été consacrée de donner une formation qualifiante aux opérateurs sur le plan de la technicité et de la maîtrise des logiciels ART et ses applications, ses fonctionnements, pour assurer une meilleure maîtrise de la gestion du console de la diffusion. J'espère que les acquis professionnels et les compétences requises dans le cadre de cette formation vont vous permettre de s'améliorer pour mieux gérer vos pratiques professionnelles et exercer vos métiers avec détermination et efficacité afin de répondre à la mission que l'institution vous a confiée. Dans le cadre du projet Djibouti Zéro Déchet, le maire de Djibouti, M. Cyril Daoud Mohamed, a repris les enlèvements des épaves et des carcasses des véhicules qui ont délaissé sur les artères principaux dans les garages sauvages. Eh bien, ce matin, il a été repris les travaux dans les communes de Boulahaus et plus précisément dans le secteur du 3e arrondissement, en présence du sous-préfet du 3e arrondissement. L'objectif de la mairie est d'éradiquer les déchets et d'embellir les artères de la capitale, une campagne qui rencontre une large adhésion de la population et qui a fait sienne ce projet visant à redorer le blason de notre capitale. Pour réussir dans cette entreprise, tout en chacun doit mettre la main à la pâte et retrousser ses manches. Au final, notre ville, a-t-il rappelé, doit retrouver sa splendeur. De son côté, le maire a exhorté les propriétaires de ces véhicules laissés sur la voie publique à faire preuve de civisme en protégeant non seulement l'environnement et parce que ces épaves constituent un lieu pour les animaux errants. Bien répété, nous sommes à la 2e semaine de collecte des épaves qui rentrent dans le cadre du projet de la mairie phare. Zéro déchet. Il faut que cette ville elle soit propre. Nous allons ramasser toutes les carcasses, toutes les personnes aussi qui occupent le domaine public, qui bloquent la voie, qui empêchent la population de circuler comme il faut. Je crois que cette ville, elle doit avoir des règles, elle doit avoir des lois. Il faut respecter les lois de la ville. La mairie demande à tous les commerçants qui occupent aussi le domaine public de venir payer à la mairie dans les guichets du Trésor national. Il y a un comptable là-bas, il faut venir. Un citoyen doit payer ses impôts. Un citoyen doit payer les redevances de la ville. Je crois que nous allons continuer, nous allons passer par ruelle. Toutes les personnes qui ont caché leurs épaves, on leur demande d'abandonner ces épaves. Ils ne vous servent à rien, ils sont là depuis des années dans le ruelle. Ils empêchent les jeunes, les enfants de jouer aussi. On vous demande de collaborer, mais nous allons continuer, on ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Même si nos moyens sont limités, nous sommes déterminés. Et je remercie la préfecture, le sous-préfet. Je remercie les sociétés privées qui ont participé à la collecte des épaves pour l'embellissement de la belle ville de Djibouti. Et nous clorons dans l'actualité nationale. Avant de clore cet avis de recherche, le consul de Djibouti à Diri Dawa lance un appel aux parents de cet jeune garçon égaré en Éthiopie sans document de voyage. Il s'appelle Mohamed Amin Salah et dit venir de Djibouti suite à une dispute avec ses parents. Le jeune garçon a précisé que le nom de sa mère est Mariam Ibrahim et qu'il est domicilié au quartier de Bahash dans la commune de Balbala. Le consul général de Diri Dawa appelle les parents à toute personne qui reconnaîtront le jeune homme, de prendre contact au numéro suivant, le 00 251 93 56 47 849. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le Royaume-Uni est sur le point de lancer ses premiers satellites depuis le sol britannique. Une opération qu'il espère propulser le pays parmi les grandes puissances spatiales internationales. C'est un pas de géant pour l'industrie spatiale britannique. C'est la première fois que le Royaume-Uni envoie des satellites en orbite depuis son territoire, mais pas depuis une ère de lancement gigantesque comme à Orlando ou en Alaska aux États-Unis, où le départ est fixé à 22h, heure locale, depuis le port spatial de Conway.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.